Camarades, bonsoir. Donc, c'est la 25e séance de l'école de formation. Nous accueillons ce soir Étienne Collin, qui est avocat en droit social inscrit au barreau de Paris, pour couvrir la thématique les droits des salariés, des lois Auroux à nos jours. Enfin, voilà. Donc, vous connaissez la méthode de la soirée. Nous aurons un jeune talentueux Candide qui... dans la personne de Jean-Luc Esbera de la Fédération des Hauts-de-Seine, qui nous fera une petite intervention de 5-7 minutes pour faire le lien entre l'actualité et la thématique de ce soir. Puis Étienne Collin interviendra pour un propos magistral avant les échanges habituels entre Étienne et vous-même. Voilà. Donc écoute Jean-Luc, ouvrez le banc. Oui, bonsoir, ça marche, c'est bon? J'appuie? Voilà. Oui, bonsoir à tous. Alors effectivement, je suis jeune, mais jeune retraité, donc futur jeune retraité. Donc Jean-Luc Esbera, j'ai été 20 ans chef d'établissement à la Poste, donc 15 ans président de CHSCT. Donc je me suis coltiné au niveau local les problèmes de ressources humaines ou de salariés. Alors, en introduction... j'ai trouvé rapidement, là, mais en mars 2013, Étienne Collin a participé à une émission de France Culture, Le Grain à moudre, si vous connaissez, c'est à 18h. Et alors le titre était prémonitoire, faut-il dépoussiérer le code du travail? Donc évidemment, c'est de plus en plus d'actualité avec les mesures du rapport Badinter. Cependant, sur l'actualité, je prendrai un fait qui apparaît peut-être plus restreint, mais qui pour moi est significatif. C'est l'affaire du groupe de presse WKF, qui a plusieurs entreprises, donc notamment l'AMI et Légion sociale, excusez du peu, au plan juridique, là, qui vient d'être condamné parce que tout simplement... il faisait de l'optimisation juridique et fiscale, et donc ça avait... là, c'était pas sur le plan fiscal, mais social, puisque ça faisait perdre tout simplement les primes d'intéressement aux salariés de ces entreprises, et ça a augmenté le bénéfice. Je crois que c'est en Hollande, si je ne dis pas de bêtises. Donc, cet exemple-là montre, selon moi, qui a non seulement les droits des salariés, mais la manière d'y échapper ou de passer à travers. Donc je vous ai dit que j'ai été chef d'établissement à la Poste. Donc je peux vous dire déjà en termes d'exemple de ségrégation, d'éclatement des travailleurs. Donc la Poste, c'est quoi? Les vieux comme moi, c'était des fonctionnaires, donc avec les avantages statut des fonctionnaires. Le middle class, moyenne d'âge, ça a été des salariés de droit privé avec une convention commune. À l'époque, il y avait France Télécom aussi. Donc, statut changé, culture, positionnement changé. Et puis les jeunes, les jeunes, c'est plutôt des CDD, des intérimaires ou des salariés d'entreprises sous-traitantes sans droit. Il y a un gars qui est mort il y a quelques années. Parce qu'il distribuait des colis, et puis sur une péniche, il n'avait pas de formation, il faisait noir, il est tombé dans la Seine, et bon, l'affaire a été étouffée. Donc, cette ségrégation des salariés, donc, elle est dans plusieurs dimensions. Évidemment, la Poste s'est protégée, donc c'est qu'un exemple caricatural par rapport aux autres, mais donc elle est générationnelle, géographique, juridique au sens que... de plus en plus de tâches qui étaient réalisées par les salariés sont réalisées par des sous-traitants, donc qui n'ont pas les mêmes, dont les salariés n'ont pas les mêmes droits, ou des entreprises qui apparemment sont juridiquement indépendantes, mais qui sont soit appartiennent à l'entreprise mère, soit qui ont pour seul et pratiquement unique donneur d'ordre l'entreprise. Enfin, deux autres sources de ségrégation, évidemment les géographiques ou internationales, donc avec les travailleurs détachés. Et puis, aujourd'hui,
ce qu'on appelle l'ubérisation, mais de manière plus générale, les travailleurs sous statut indépendant. Donc, où il y a évidemment beaucoup je crois que c'est la dernière étape, puisque les gens ne sont plus ou très mal protégés au niveau social, mais pour lesquels ça apparaît comme dans un premier temps une solution. Ils sont à la fois victimes et coupables. Je terminerai sur deux points qui me semblent importants. C'est que par rapport donc aux droits des salariés, non seulement il y a l'éclatement, mais il y a aussi, selon moi, le chômage qui fait que ça détruit, pas le droit, mais la possibilité de jouir ou de faire appel à ce droit. Donc ça, c'est... Moi, j'ai une formation économique, je pense qu'il est vraiment indispensable de lier... Ça ne sert à rien d'avoir un droit parfait si les conditions économiques font que les salariés ne peuvent pas y faire appel. Vu mon âge, je peux vous faire une simple expérience. Quand j'étais jeune, il y avait des gens qui n'arrivaient pas dans les entreprises, qui n'arrivaient pas à s'adapter rapidement, des grandes gueules, mais ils n'avaient pas d'impact parce qu'ils changeaient d'entreprise tout simplement, ils ne s'entendaient pas avec leur patron. Le marché de l'emploi était bon, ils changeaient d'entreprise et puis ils s'adaptaient, ils trouvaient les chaussures à leurs pieds. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Il y a non seulement le risque de perdre son emploi, mais il y a aussi le fait de fermer sa gueule, y compris pour les cadres. Donc une certaine loi du silence qui fait que si on veut garder son boulot, on la ferme. Bon. Donc par rapport à ça, je pense que la protection des témoins, des lanceurs d'alerte, pour que le droit puisse être... pour qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse aussi le faire valoir, est vraiment nécessaire. Donc ça doit être lié, l'accroissement, si c'est nécessaire, des droits, au fait qu'ils puissent être vraiment respectés, y compris pour que les gens puissent signaler sans être mis en cause les dérives. Voilà, je termine par un point qui me semble, par rapport à la complexité du droit. C'est un exemple qui est plutôt social que carrément, c'est le RSA. Le RSA qui est très critiqué par la droite, par l'extrême droite. Les feignants évidemment du RSA, mais quand on sait qu'il n'y a que 50% des gens qui ont droit, qui le demandent, parce que c'est tellement complexe pour des gens qui sont dans une situation difficile. Donc là aussi, la complexité du droit qui fait que il n'y a que le plus fort qui peut l'utiliser. Donc je trouve que ça c'est aussi important. Donc c'est un éclairage où le chômage, la complexité du droit et puis le fait qu'on puisse protéger les gens qui œuvrent pour faire respecter le droit. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Luc, je pense qu'on peut le remercier pour ce petit travail. Eh bien Étienne, c'est à toi. Tu peux faire ton intervention, allez, 3/4 d'heure, 1 heure, et puis ensuite on échange sur le sujet de ce soir. Étienne. Merci Frédéric, merci. Je vais commencer par me présenter assez sommairement. Étienne Collin, je suis avocat en droit du travail au barreau de Paris, dans un cabinet qui défend des salariés, des organisations syndicales et des représentants du personnel. Et je suis plus spécifiquement dans le cabinet, moi, chargé des relations collectives de travail qu'on a tant coutume d'opposer aux relations individuelles. Donc j'ai des associés qui font l'essentiel de l'action prud'homale et moi je m'occupe de tout ce qui est droit syndical, négociation collective, action de CE, comité d'entreprise, des CHSCT, des représentants du personnel. De façon générale, devant donc plus de juridictions, pas uniquement prud'homme, mais pour ceux qui connaissent, c'est un contentieux qui est assez éclaté entre le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel parfois pour les entraves, le tribunal administratif pour un certain nombre de questions et beaucoup de conseils, pas que du contentieux. Quand on fait du collectif, la différence c'est qu'on est beaucoup
en conseil en amont des difficultés, qu'on essaie de les éviter ou de les régler par des voies négociées. Et puis j'enseigne par ailleurs les relations collectives, le droit, ces questions de démocratie sociale à l'université à Nanterre, en master. Voilà. Et puis, pour ne rien cacher, par ailleurs, j'ai été pendant près de 10 ans responsable du service économique et social au siège du PS à Solferino, raison pour laquelle je connais pas mal de certains d'entre vous et que je connais bien cette maison, ses murs et l'ensemble des activités politiques au Parti Socialiste auxquelles j'ai participé à ma modeste place pendant longtemps. Alors, le sujet qui nous réunit ce soir, il est extrêmement vaste. Je vais essayer de le circonscrire. Le droit du travail, la protection des droits des salariés, la protection des travailleurs, des lois Auroux jusqu'à aujourd'hui. Je vais évidemment aborder de façon chronologique, parce que c'est la seule manière de le présenter, l'essentiel des avancées ou des reculs, enfin des évolutions du droit du travail depuis les lois Auroux, depuis 1982. Mais je voudrais, pour éviter de faire une litanie, une simple description des différents dispositifs qui se sont succédés, essayer de les mettre un petit peu en perspective, en relief, en présentant quelques grands champs de problématiques qu'il faut avoir à l'esprit, qui dépassent largement la période 82 aujourd'hui, et qui tentent à inscrire le droit du travail dans la tradition sociale française, pour essayer de mettre en exergue les grandes problématiques qui, vous verrez, une fois qu'on les a en tête, permettent de mieux comprendre la chronologie, d'où on vient et où on va. Ces questions, elles peuvent le plus facilement être résumées parce qu'elles portent toutes sur la question qu'on a coutume d'appeler celle de la hiérarchie des normes en droit du travail. La hiérarchie des normes en droit du travail, ou les relations entre la loi, la convention collective, l'accord collectif de travail, le contrat de travail. C'est la question de savoir comment on va articuler les différents niveaux normatifs en droit du travail et comment on va pouvoir les articuler, pour ce qui nous concerne, d'une manière telle qu'ils permettent une amélioration de la condition des salariés à mesure qu'on descend dans cette hiérarchie des normes. Cette question, elle a fait l'objet de nombreuses évolutions depuis la reconnaissance du fait syndical en France à la fin du XIXe siècle, et sans reprendre toute l'histoire qui est absolument passionnante des relations sociales et du droit syndical et de la négociation collective sur l'ensemble du XXe siècle, j'aimerais essayer de présenter quand même quelques grands éléments de permanence. Pendant très longtemps, jusqu'à une loi de 2008, sur laquelle on va revenir, qui est selon moi une des lois les plus importantes de ces dernières années, depuis les lois Auroux précisément. Pendant très longtemps, le système de relations professionnelles français, il a été fondé sur un fonctionnement très très singulier, assez paradoxal et assez largement antidémocratique. Le premier, c'est que pour des raisons historiques, la représentativité des organisations syndicales était fondée non pas sur le vote des salariés, mais uniquement sur un arrêté qui datait de 1966 et qui gravait dans le marbre, c'est ce qu'on a connu tous jusqu'en 2008, qui gravait dans le marbre la représentativité de 5 confédérations et de tous les syndicats affiliés à ces 5 confédérations. Vous les connaissez, CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC pour les catégoriels. Cette règle très singulière, unique au monde, qui voulait que toute organisation syndicale, quelle que soit son implantation, qu'elle soit locale, qu'elle soit d'entreprise ou qu'elle soit une fédération nationale plus importante, était automatiquement représentative au niveau interprofessionnel, au niveau de la branche, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'établissement, dès lors qu'elle était affiliée à l'une des organisations syndicales de ce qu'on avait raison d'appeler le club des 5, qui était un club fermé. Il y avait certes la possibilité de prouver sa représentativité en marge de cette représentativité prouvée, mais c'est extrêmement difficile, ça devait être fait en justice, avec des contentieux très compliqués, très chers, dans lesquels s'épuisaient les organisations syndicales. Donc ça, c'était une particularité très forte qui a irrigué une grande partie du XXe siècle, toute la période qui suit la libération
pour des raisons historiques qui tiennent d'ailleurs à bien des égards aux conditions de la libération, jusqu'à une période récente, 2008. La deuxième règle, qui était directement corrélée à la première, c'est que il y avait en droit social la règle qu'on appelait la règle de l'unicité de signature, qui voulait qu'une seule organisation syndicale, dès lors qu'elle était affiliée à l'une de ces 5 confédérations syndicales, quand bien même elle ne représentait personne, aucun salarié dans une entreprise, une branche, un établissement, dès lors qu'elle signait un accord collectif, cet accord collectif était automatiquement valable et s'appliquait à l'ensemble de la collectivité de travail considérée, branche, niveau plus large même, entreprise, établissement. La seule signature d'un délégué syndical appartenant à une organisation syndicale représentative, présumée représentative, entraînait validation de l'accord collectif. Représentativité présumée, irréfragable, on disait, c'est-à-dire impossible à combattre. Unicité de signature, voilà ce qu'étaient les bases du fonctionnement de la démocratie sociale jusqu'à une période récente. Comment est-ce qu'un système aussi, en apparence incongru, pouvait-il s'expliquer? Mais il s'expliquait parce que le pendant de ces 2 règles était le fameux principe de faveur, dont vous avez tous entendu parler, ce principe de faveur qui était inscrit dans la loi, qui est toujours inscrit dans la loi, et qui postulait cette idée que, en cas de conflit de normes entre une loi, une convention collective, un accord collectif, un contrat de travail, quelle que soit la source normative, en cas de conflit, on allait appliquer et on appliquait mécaniquement la norme la plus favorable aux salariés. Les juges étant amenés et invités, en cas de conflit de normes, à apporter une solution au conflit de normes par l'application, par la détermination de la norme la plus favorable aux salariés et l'application automatique de la norme la plus favorable aux salariés. Jusqu'aux lois Auroux, précisément, jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, le principe de faveur n'a pas souffert d'exception. Il n'y avait pas d'exception à ce principe de faveur qui structurait la hiérarchie des normes et qui voulait que c'était toujours la norme la plus favorable qu'on allait appliquer aux salariés. Alors, il y avait quelque chose de logique à ne pas remettre en cause les 2 principes que j'ai énoncés tout à l'heure. À partir du moment où l'accord collectif était nécessairement plus favorable aux salariés que la loi, le contrat de travail, la convention de niveau supérieur, il n'était pas important que cet accord ne représente que peu de salariés et qu'il soit fondé sur l'unicité de signature. Bien évidemment. C'est la clé de ce qu'il faut avoir à l'esprit, me semble-t-il, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je commence par là. Le mot d'ordre de la CGT dans toutes les années 70, c'était « au pire, c'est mieux », qui résume très très bien l'état des négociations, notamment interprofessionnelles à ce moment-là. On n'était pas obligé de signer, on pouvait laisser quelqu'un d'autre signer, même un petit, même peu représentatif, peu importe, puisqu'il suffisait d'une seule signature pour valider l'accord, et que l'accord, même s'il était fondé sur le plus mauvais de rapport de force, même s'il n'était pas bon en soi, au pire, c'est mieux. Il ne pouvait de toute façon pas être plus mauvais que la loi et que ce qui était négocié au niveau inférieur. Donc tout le monde se fichait de savoir qui était signataire de l'accord et quel était le poids de l'accord collectif signé au regard des salariés représentés à chaque niveau de négociation. C'était de toute façon mieux que ce qui était applicable à défaut d'accord, ou en tout cas ça ne pouvait pas être pire. Je pense que vous m'avez vu venir déjà, pourquoi je commence ma démonstration comme ça. Parce que bien évidemment, à partir du moment où à la fin des années 70, début des années 80, et de façon croissante, on va y venir, dans toutes les années 80, 90, 2000 et encore aujourd'hui, on a multiplié les hypothèses de ce qu'on a appelé les accords dérogatoires, c'est-à-dire les possibilités de déroger par négociation de branche dans un premier temps, juste après les lois Auroux, dans les années 80, et de façon systématique ensuite, directement par accord d'entreprise. On a créé la possibilité de déroger à notamment les prescriptions minimales que prévoyait la loi. Et bien évidemment, ces facultés de dérogation qui ont pu être mises en œuvre avec ces règles, avec des simples accords signés par des syndicats parfois ultra minoritaires, a créé une situation qui est devenue
proprement insupportable dans un certain nombre d'entreprises. C'est-à-dire que cette règle de l'unicité de signature, qu'avait fait l'heure de gloire de la démocratie sociale, quand le principe de faveur était strict et s'appliquait strictement, est devenu, par effet de boomerang, un véritable facteur de remise en cause des garanties sociales et d'affaiblissement du contrat social dans les entreprises, puisqu'il permettait à des syndicats, même très minoritaires, alors même que les accords n'étaient pas signés par les syndicats qui représentaient très largement les salariés, d'imposer aux salariés des accords régressifs, moins favorables, dans notamment tout le domaine de la durée, de l'aménagement et du temps de travail. Cette dérogation qui a pu se mettre en place par accord strictement minoritaire, elle a mis en exergue le caractère à bout de souffle, à bien des égards antidémocratique de l'ensemble de ces règles, et elle a contraint progressivement et tardivement en réalité le législateur à prendre acte de ces difficultés pour bouleverser complètement les règles du jeu de la négociation collective et de la négociation sociale. C'est la loi de 2008, j'y reviendrai tout à l'heure, qui va bouleverser ces règles en posant le principe pour la première fois que la représentativité syndicale est fondée sur le vote des salariés et que l'accord collectif, pour être valide, doit lui-même représenter un minimum de suffrage, être signé par des syndicats qui représentent un minimum de suffrage des salariés, de manière à avoir une assise majoritaire. Et c'est ce qu'on appelle le fait majoritaire ou l'accord majoritaire, même s'il n'est pas encore totalement sanctuarisé au sens de 50%, mais en tout cas où il assure un minimum d'adhésion aux accords collectifs signés. Alors, cette présentation du paysage syndical et de l'équilibre des règles de la négociation sociale, il est capital que vous l'ayez, que tout le monde l'ait en tête quand on aborde ce que sont les évolutions du droit du travail depuis une trentaine d'années, parce que c'est ça qui permet de comprendre les bouleversements très très profonds auxquels on a assisté quant à l'évolution du droit du travail au cours de ces 30 dernières années. Alors maintenant, j'en reviens directement au sujet, et puis je vais faire une présentation un peu plus académique, assez succincte. Ne vous inquiétez pas, on va laisser du temps au débat et puis surtout au développement des problématiques, mais une présentation quand même synthétique de ce qui s'est passé depuis 82. 81, l'arrivée de la gauche au pouvoir, François Mitterrand nomme Jean Auroux, qui n'est pas un spécialiste du droit du travail, qui est un bon politique, qui dit d'ailleurs à Mitterrand à ce moment-là, je ne connais rien au droit du travail, pourquoi vous m'avez mis là? Et Mitterrand lui répond, mais vous êtes un très très bon politique et vous serez un excellent ministre du Travail. Et c'est la preuve que c'est pas forcément l'absence d'expertise qui est la difficulté qu'on rencontre dans le paysage gouvernemental et dans l'accession aux responsabilités, mais ce qui est sûr, c'est que Mitterrand avait confié à quelqu'un auquel il faisait tout à fait confiance la conduite des relations sociales, et qu'il lui donnait les rênes parce qu'il voulait lui donner du poids politique, et que c'est ça qui doit nous intéresser, c'est que ce qui est important, c'est de donner du poids politique au ministère si on veut que ce ministère puisse être défendu, notamment par rapport à d'autres ministères avec lesquels il rentre en concurrence. Alors, les lois Auroux, 1982, il y en a 3. 3 ou 4 d'ailleurs, j'ai un trou, je ne sais plus, c'est 3 ou 4. C'est des ordonnances pour l'essentiel d'ailleurs, qui ont valeur législative, et qui portent sur, pour l'essentiel, les libertés dans l'entreprise, la représentation du personnel et surtout sur la présence syndicale en entreprise et la négociation collective. Alors sans reprendre et sans faire l'énumération de tout ce que comprennent les lois Auroux, sur tout ce qui est liberté, elles vont d'abord, liberté et droit syndical, elles vont d'abord graver dans le marbre la reconnaissance du délégué syndical d'entreprise, c'est-à-dire la reconnaissance du fait syndical en entreprise et de la présence syndicale par le truchement du délégué syndical en entreprise. Avant les années 70, la loi de 71 et surtout dans la période antérieure, le droit syndical était largement tenu à la porte des entreprises, et c'est 71 et 82 et surtout 82 qui permet la reconnaissance du fait syndical dans l'entreprise, notamment par la reconnaissance du délégué syndical et par aussi l'institution d'un texte qui va être très connu,
l'ancien article L122-45 du Code du travail, qui est l'article sur toutes les discriminations. C'est la première fois qu'on va énoncer dans le Code du travail l'interdiction des grandes discriminations à l'emploi, et notamment les discriminations à raison de la grève, de l'activité syndicale, de l'activité de négociation, etc. Donc toutes les entraves et les discriminations syndicales qui vont être inscrites, leur interdiction qui va être inscrite dans le Code du travail. Il y a tout un champ sur la représentation du personnel. C'est des lois Auroux qu'on va tirer le fonctionnement des comités d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est notamment sur tout le champ de la santé et de la sécurité au travail. C'est vraiment à partir de 82, ce sont vraiment les lois Auroux qui vont instaurer les comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, et l'essentiel des prérogatives en matière de santé et de sécurité au travail, ça ce sont les lois Auroux. Et puis l'essentiel, selon moi, ce qui va vraiment structurer le droit du travail, qui sont toutes les avancées en matière de négociation collective et de droit syndical. Pour schématiser, avant les lois Auroux, il existait un droit des conventions et des accords collectifs qui portait sur la reconnaissance du droit des conventions collectives au niveau interprofessionnel, au niveau de la branche, au niveau de l'entreprise et de l'établissement. Pour la première fois en 82, on va voir les prémices d'un droit de la négociation collective à proprement parler. C'est-à-dire qu'on va reconnaître des procédures de négociation, et la principale qu'on va instituer et qui va irriguer la négociation d'entreprise depuis lors, et la fameuse négociation annuelle obligatoire, c'est-à-dire l'obligation annuellement de négocier dans l'entreprise sur les salaires, sur le temps et l'organisation du travail. Et on va donc créer non seulement un droit des conventions collectives, mais véritablement un droit de la négociation collective, c'est-à-dire que sans aller jusqu'à obliger l'employeur ou quelconque partie à conclure, on va créer des procédures par lesquelles on va obliger les partenaires sociaux à se mettre autour de la table, à débattre, à discuter, de manière à donner le plus de chances possible à la négociation d'aboutir à un accord, donc l'institution de véritables procédures de négociation dans l'entreprise. Voilà l'essentiel pour les lois Auroux de 82. À partir de 82, et de façon indistincte quant à l'orientation politique des gouvernements qui vont succéder. Et ça, je crois que c'est vraiment... s'il y a un élément de permanence dans l'histoire des relations sociales depuis 82, c'est celui-là. Va se développer un mouvement massif de multiplication des accords dérogatoires, de ce qu'on va appeler les accords dérogatoires. C'est-à-dire des facultés de déroger, d'abord au niveau de la branche, par convention de branche, puis progressivement de plus en plus par la négociation d'entreprise, de déroger à la fixation des salaires tels que prévus par la convention collective, à l'organisation du travail telle que prévue par la loi. C'est là qu'on va progressivement créer les possibilités d'annualiser le temps de travail, de le faire tourner et de l'organiser de façon modulée, par cycle, c'est-à-dire de comptabiliser le temps de travail non plus sur la semaine mais sur une période beaucoup plus longue, avec des périodes hautes et des périodes basses qui vont donner beaucoup de souplesse. C'est à partir de ces accords dérogatoires qu'on va créer les accords, le temps de travail, le travail par cycle, avec les fameux 3-8. Puis progressivement le recours au forfait jour, au forfait heure, et puis les modulations de la rémunération des heures supplémentaires, et puis le fait de pouvoir dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les recours aux heures supplémentaires, et puis de moduler le taux de leur majoration, etc., etc., etc. Et ça, vous avez des lois, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail, j'en serais déjà d'ailleurs incapable comme ça, mais vous avez des lois qui vont développer tous ces mécanismes de dérogation en 86, 93, 95, 98, 2000, 2005, 2008, 2013 et jusqu'à aujourd'hui. Et je pourrais vous citer des exemples d'accords dérogatoires et d'amplification de ces mécanismes de négociation dérogatoires à peu près à toutes les étapes de tous les septennats et quinquennats à partir de 82 de façon relativement indistincte. Avec quand même une parenthèse intéressante pour nous socialistes qui est celle de 97-2000 avec les deux lois Aubry sur les 35 heures. Mais qui, en droit du travail, sont
plus controversés dans leur présentation et dans leur application, puisque à la fois il y a une volonté très claire de généraliser, d'institutionnaliser et puis de généraliser les 35 heures, d'abord dans les grandes entreprises à partir de 98, puis dans les plus grandes, les plus petites et toutes les entreprises à partir de 2000. Mais le pendant de cette généralisation des 35 heures, ça a été à bien des égards des outils de dérogation supplémentaires qui ont été mis en place, notamment la possibilité dans les négociations de ne pas comptabiliser les temps d'habillage, les temps de repas de la même manière et de pouvoir les déduire ou ne pas les déduire du calcul global de la durée du travail. Enfin, on a eu des mécanismes de dérogation qui, même dans cette période, ont continué à se développer. Je vous dis de toute façon, vous verrez une grande, quelle que soit l'analyse que vous faites, vous verrez une grande continuité, vous constaterez toujours une grande continuité dans la dynamique de la dérogation qui, à partir de 82, va irriguer toutes les relations sociales de façon quasiment indistincte au cours de l'ensemble de ces périodes. Et puis, alors ça c'est un fil rouge qu'on retrouve tout au long de la période et qui continue aujourd'hui. J'y reviendrai sur certains exemples. Qui est le mécanisme dérogatoire qu'on va retrouver de façon croissante tout au long de ces plus de 3 décennies maintenant, depuis les lois Auron. Et puis vous avez, indépendamment de cette mécanique dérogatoire, un certain nombre de textes emblématiques, bien évidemment, qui vont structurer les relations sociales. Le premier... Alors, en 2008, il y a une négociation interprofessionnelle assez riche qui va conduire à 2 textes emblématiques. Le premier, c'est un accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui porte sur le marché du travail. Vous vous en rappelez sans doute, c'est cet accord national interprofessionnel retranscrit dans la loi, qui est signé par tout le monde sauf la CGT, Force ouvrière, et qui va instituer notamment les ruptures conventionnelles, les fameuses ruptures conventionnelles du contrat de travail, qui vont permettre, à partir de cette date, à employeurs et salariés de s'entendre individuellement pour négocier non pas seulement les conséquences de la rupture d'un contrat de travail, les conséquences d'un licenciement, mais négocier sur le principe même de la rupture du contrat de travail. C'est ça la particularité de la rupture conventionnelle, c'est tout à fait particulier, c'est-à-dire que vous vous mettez d'accord pour rompre le contrat de travail sous le contrôle de l'administration, qui est un contrôle très léger, l'administration, qui doit intervenir pour vérifier que le minimum des allocations, des indemnités qui doivent être allouées aux salariés en cas de rupture conventionnelle sont respectées, mais sous cette réserve, elle va assez systématiquement avaliser les ruptures conventionnelles, au point que, je ne sais pas si vous avez vu les statistiques qui sont sorties récemment à nouveau, on est à plus de 30 000 ruptures conventionnelles par mois, et on a déplacé largement les 300 000 sur l'année dernière. Ce sont des ruptures et on a des statistiques qui montrent qu'il y a au moins un tiers de la vie des salariés eux-mêmes, au moins un tiers qui ne seraient pas si volontaires que ça, et qui seraient des ruptures conventionnelles auxquelles ont accédé les salariés face à la contrainte de leur employeur. À minima un tiers, ça fait un minimum de l'ordre de 100 000 ruptures conventionnelles annuelles qui seraient des licenciements déguisés. Donc, j'ouvre cette parenthèse parce que quand on explique qu'on a un droit du travail extrêmement rigide, qui ne serait pas souple et avec lequel on ne pourrait pas composer, qui ne pourrait pas être aménagé en fonction de la diversité des entreprises, là on a quand même l'exemple même d'une modalité de rupture du contrat de travail qui échappe complètement au droit du licenciement et qui s'est complètement répandue au point d'être aujourd'hui très largement banalisé. Alors, il y a eu cet accord sur le marché du travail en 2008, et puis il y a eu surtout, je dis surtout parce que même si on ne sait pas ce dont on a le plus parlé, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus important dans l'histoire récente des relations sociales, c'est la fameuse position commune. Alors, ce n'est pas un accord national interprofessionnel, ce n'est pas un ANI, c'est une position commune de la CGT et de la CFDT au début de l'année 2008, qui porte sur le bouleversement des règles auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, qui va poser et qui va être repris dans une loi du 20 août 2008, qui va retranscrire très très fidèlement ce qu'est cette position commune. La particularité, d'abord, c'est intéressant à soulever, c'est que cette position commune, c'est une position de la CFDT et de la CGT, qui est signée avec le patronat. Ça, c'est très intéressant, parce qu'une position nationale interprofessionnelle qui est signée
par la CGT et la CFDT, qui sont les deux syndicats qui s'entendent très très peu, surtout pas au niveau interprofessionnel, pour négocier ensemble, et qui vont se mettre d'accord sur les règles du jeu, se mettre d'accord sur l'étendue de leur désaccord d'une certaine manière. Elles vont faire l'analyse, ces deux organisations syndicales, que pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, le système dans lequel on est un système totalement à bout de souffle, qui ne peut pas perdurer, parce que s'il perdurait, il serait de nature à ruiner et à mettre en cause l'existence même des relations sociales dans ce pays. C'est-à-dire que la CGT et la CFDT vont comprendre et faire l'analyse qu'on ne peut pas continuer à avoir un système où on a des organisations syndicales qui ne représentent parfois personne, qui signent des accords et qui engagent la collectivité des salariés par leur seule signature, quand bien même ces accords sont défavorables et se traduisent par des remises en cause de droits et d'avantages pour les salariés. Donc c'est le signe d'une grande intelligence, d'une grande maturité politique que ces deux organisations syndicales, qui sont très antagonistes, très souvent en conflit, que pas grand-chose ne rassemble sinon leur volonté d'unité syndicale, dont elles ont su faire preuve alors, se mettre d'accord sur, non pas des éléments du droit substantiel. La position commune sur la démocratie sociale ne porte pas sur les règles des garanties sociales à proprement parler. Il n'y a pas de négociation sur les garanties des salariés, c'est pas ça, ils se mettent d'accord sur les règles du jeu. Et le législateur va reprendre très exactement ces règles du jeu dans la loi du 20 août 2008, sans quasiment la moindre nuance par rapport à ce qui était signé dans la position commune. Ces règles, ce sont lesquelles ? D'abord, on fonde la représentativité des organisations syndicales directement sur le vote des salariés. C'était bien le moins que de transposer un minimum les mécanismes démocratiques, c'est-à-dire que vont être représentatives au niveau de la branche et de l'interprofession les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 8% des suffrages aux dernières élections professionnelles, et au niveau de l'entreprise et de l'établissement, les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10% des suffrages aux dernières élections professionnelles. Vous allez me dire comment on fait pour calculer ça au niveau des branches et des niveaux interprofessionnels où il n'y a pas d'élection. On recolle, et c'est pour ça que ça a mis du temps. On a mis du temps à pouvoir déterminer les représentativités de branches et nationales interprofessionnelles. Après 2008, toutes les élections dans toutes les entreprises se sont traduites par la détermination du nouveau paysage syndical entreprise par entreprise. Puis en 2013, une fois que toutes les négociations, puisque c'est pour 4 ans les élections, avaient eu lieu entre 2008 et 2012, on a recollé les suffrages dans les branches, on a déterminé les représentativités de branches. Dans l'interprofession, on a déterminé les représentativités interprofessionnelles. C'est d'ailleurs là qu'on s'est aperçu que dans un premier temps, ce qui n'est d'ailleurs pas une surprise, c'est le même paysage syndical, ils sont toujours représentatifs, mais pas du tout avec les mêmes poids. C'est la différence avec avant la CGT, la CFDT, la CFTC, la Force ouvrière et la CFE-CGC pour l'organisation catégorielle. En revanche, le paysage évolue considérablement et dans les années qui viennent, à n'en pas douter, il y a des organisations qui disparaîtront et d'autres qui vont d'ailleurs se regrouper vraisemblablement. Et donc le paysage syndical est devenu démocratique, il est devenu évolutif. Alors beaucoup parmi nous notamment étaient très déçus de dire comment ça se fait, tout ça pour ça. Le paysage n'a pas évolué, mais c'est parfaitement logique quand on y pense. Quand on n'a pas été présent et qu'on a dû se battre entreprise par entreprise pour développer son syndicat, ça veut dire qu'on n'a pas des candidats dans toutes les entreprises. Quand on n'a pas des candidats dans toutes les entreprises, vous connaissez un peu le droit électoral, et bien évidemment le jour où on fait des moyennes, eh bien on est moins puissant, même si on fait des meilleurs scores là où on est, que ceux qui sont présents partout, parce qu'ils ont toujours profité d'une présence de droit pendant 40 ans, et qui bien évidemment, même s'ils ne représentent pas grand-chose dans les entreprises et qui font des moins bons scores, continuent à se maintenir à un très haut niveau, ne serait-ce que parce qu'ils sont présents partout. Donc c'est progressivement, mais il est évident que le paysage va bouger. Prochaine mesure de la représentativité interprofessionnelle de branche, 2017. Ce sera d'ailleurs très très important, et ça arrivera juste peu de temps en principe avant les élections. Et je peux vous dire qu'on aurait intérêt à avoir cette échéance électorale sociale majeure en tête avant, parce qu'elle va permettre d'aborder elle va être importante à prendre en compte pour aborder les échéances présidentielles et législatives à venir. Donc ça, c'est la grande loi. À mon sens, c'est l'une des plus grandes. Je pense que c'est la plus grande depuis les lois Roux. Elle ne touche pas à des choses qui concernent les gens dans leur vie quotidienne, donc on n'en a pas forcément beaucoup parlé.
mais elle bouleverse fondamentalement le jeu et elle a fait rentrer la démocratie sociale, les relations sociales dans l'ère démocratique. C'est pas parfait, c'est pas immédiatement parfait, ça peut pas du jour au lendemain donner tous les résultats escomptés, toutes les attentes, et satisfaire toutes les attentes qu'on portait, mais il faut laisser le temps au jeu de la démocratie, de l'évolution démocratique, c'est toujours quelque chose de progressif. Moi je suis absolument convaincu que c'est un point d'ancrage majeur sur lequel on doit pouvoir s'appuyer pour la suite de la construction de l'état social auquel on croit. Ça c'est la loi de 2008 sur la démocratie sociale. Alors je passe évidemment, j'ai passé notamment rapidement sur les lois Aubry avant, qui concernent plus le droit de l'emploi que le droit du travail, sous les quelques réserves que j'ai indiquées tout à l'heure. Un texte essentiel depuis, c'est évidemment l'ANI de janvier 2013 et la loi de sécurisation de l'emploi qui a suivi. On a déjà discuté de ça ici, je suis venu plusieurs fois moi-même. Vous vous souvenez tous bien de cette ANI dont on a beaucoup parlé il y a 2-3 ans et qui portait sur... Alors, c'est intéressant parce que c'est très intéressant par rapport à ce que je viens de dire. La première chose, c'est que cette ANI, il a été signé juste après la consolidation des représentativités nationales. Et donc on savait quel était le poids des organisations syndicales. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous donner un deuxième élément absolument nécessaire à ce que vous me suiviez, c'est que après avoir la loi de 2008, après avoir fixé que la représentativité syndicale était désormais fondée sur le vote des salariés, elle a fixé ce qui était le corollaire immédiat, que les accords collectifs ne pouvaient être valides que s'ils étaient signés par des syndicats qui représentent au moins 30% des suffrages au premier tour des élections professionnelles. Et ne pas avoir fait l'objet des syndicats qui représentent au moins 50% des salariés à ces mêmes élections. Donc c'est un droit d'adhésion, une barre d'adhésion à 30% pour la validation, avec un droit d'opposition majoritaire à 50%. Et ça, c'est sauf quelques exceptions, le régime qui gouverne tous les accords collectifs aujourd'hui. Donc loi de 2008, on réforme la représentativité syndicale, on la fonde sur le vote des salariés, on réforme également les règles de validation des accords collectifs et on le fonde également sur le vote des salariés. On ne va pas directement jusqu'à mettre un coup près majoritaire à 50%, on le met à 30% avec un droit d'opposition majoritaire, ce qui donne une souplesse, ce qui est au cœur du débat du projet de loi El Khomri aujourd'hui, vous en avez sans doute entendu parler, c'est-à-dire qu'on crée un système que moi je trouve dans la pratique est plutôt intéressant et que personnellement je regarderai à 2 fois avant de le supprimer pour passer directement au seuil majoritaire. Je sais qu'on a souvent pris position dans ce courant pour les accords majoritaires, moi le premier, mais à l'expérience je ne suis pas convaincu. C'est intéressant ce droit d'opposition majoritaire parce qu'il permet de donner beaucoup de souplesse. C'est-à-dire que notamment l'abstention a un sens quand on est un syndicat important, qu'on pèse 52% dans une entreprise. C'est subtil la démocratie sociale, c'est parfois plus subtil que la démocratie politique, moins binaire. On peut décider de laisser passer un accord à 30-35%, qu'on ne signe pas parce qu'on aimerait avoir beaucoup plus, on avait négocié plus mais on ne l'a pas obtenu donc on ne le signe pas. Mais on peut très bien décider de le laisser passer parce qu'il est mieux que rien. Et donc il y a cette finesse dans les relations sociales qui fait qu'on peut... Et puis on peut décider s'il y a quelque chose qui véritablement n'est pas acceptable dans cet accord, de s'opposer parce qu'on fait plus de 50%. Mais il y a une subtilité entre le fait de signer, de recueillir une validation de 30%, d'ensuite s'abstenir pour laisser passer, s'abstenir pour ensuite s'opposer parce qu'on ne veut pas le voir passer, savoir qu'on peut s'opposer mais ne pas nécessairement le faire. Tout ça donne une subtilité qui, en plus, maintient un niveau de conventionnalité relativement important. C'est-à-dire que si on passait immédiatement à 50%, bien évidemment, la première conséquence, ce serait une baisse de la conventionnalité dans les entreprises et les branches. C'est-à-dire que, fatalement, dans un premier temps, vous avez moins d'accords. Si vous augmentez le seuil, vous avez moins d'accords. Donc, je passe à l'ANI 2013 maintenant. L'ANI 2013, donc, il a été signé selon les conditions de la négociation interprofessionnelle, post-reconnaissance des représentativités interprofessionnelles. Il a été signé sans Force ouvrière et sans la CGT, par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, qui, au regard de la compilation et de la détermination des représentativités nationales début 2013, se sont révélées être tout juste majoritaires. Tout juste majoritaires. Et donc,
ça a quand même bouleversé la donne, c'est que quoi qu'on en dise, et quoi qu'on ait pu dire ici de cet accord, il n'était pas contestable que cet accord était un accord majoritaire, au sens de la loi de 2008, au plan interprofessionnel, ce qui, bien évidemment, a permis au pouvoir d'indiquer que cet accord étant majoritaire, il ne revenait plus que de le transcrire fidèlement et purement et simplement dans la loi. Et là, il y a un débat politique qui s'est engagé, c'est que on était un certain nombre à penser que quand il y a deux organisations syndicales aussi importantes au plan national que Force ouvrière et la CGT qui s'opposent à l'accord, le rôle du législateur était quand même d'essayer de trouver un terrain d'entente entre toutes ces organisations syndicales de manière à porter un texte qui soit plus consensuel. Le choix du pouvoir a été de transcrire à peu de choses près très fidèlement l'accord, avec néanmoins un travail du rapporteur du texte, Jean-Marc Germain, à l'Assemblée, qui a quand même fait un travail important pour limiter les conséquences négatives d'un certain nombre de dispositions de cet accord. Je pourrais y revenir, mais un travail non négligeable qui a été fait à ce moment-là. Mais enfin, pour l'essentiel, l'accord a été retranscrit dans la loi. Alors, qu'est-ce qu'il prévoyait, cet accord ? Une réforme complète des licenciements économiques et surtout des grands licenciements économiques des PSE, enfin les PSE, ce qu'on appelle les plans sociaux, hein. Une refonte totale de la procédure, puisque désormais ces PSE sont d'abord l'objet prioritairement d'un accord collectif, d'une recherche d'une négociation collective sur les contours du plan social, et que cet accord collectif, ou le document unilatéral qui serait présenté par l'entreprise à défaut d'accord collectif, va passer devant l'administration du travail, c'est la directe qui va valider ou non l'accord de PSE, homologuer ou non le document unilatéral, le PSE, le plan unilatéral qui serait présenté par l'employeur, avec cette idée, qui est une idée tirée du droit allemand, assez largement, qui est que, c'est pas inintéressant d'ailleurs, qui est que si le PSE fait l'objet d'un accord majoritaire, cet accord, j'ai oublié de vous dire, celui-là il doit être majoritaire, à 50%. Celui-là, une exception, il y a quelques exceptions, les accords de maintien de l'emploi également, et il y aura les accords Rebsamen sur lesquels je vais venir tout à l'heure, qui remettent en cause les représentants du personnel et qui créent une délégation unique du personnel. C'est les trois accords qui sont des accords majoritaires, il y a des exceptions, ceux-là ils sont directement majoritaires. Ces accords de PSE qui sont majoritaires, si ils sont signés conformément à ce que prévoit le droit, c'est-à-dire qu'ils sont majoritaires, le contrôle de l'administration va être minimal. Il va être uniquement sur les grands champs de la procédure et les grandes règles du droit social, du droit des PSE et de la représentation du personnel. Si au contraire, ces accords, ces PSE ne font pas l'objet d'accords, mais sont présentés sous une forme unilatérale, d'un plan unilatéral soumis aux représentants du personnel, alors on va retrouver un contrôle très approfondi de l'administration qui va les mettre son nez dans les catégories socio-professionnelles, dans les critères d'ordre des licenciements, dans les mesures du plan de reclassement, dans les mesures, toutes les mesures et tous les détails du plan de sauvegarde de l'emploi. Donc il y a cette idée que on favorise l'accord au maximum, on le favorise d'autant plus qu'on fait bien comprendre à l'employeur, notamment, que s'il trouve la voie d'un accord, alors il pourra bénéficier d'un contrôle très restreint de l'administration et donc du juge administratif lui-même en cas de contestation judiciaire de ce plan social. Donc c'est l'idée qu'on voit émerger et qui va gagner dans les années qui viennent, hein, parce que c'est une idée très forte qui se développe un peu partout en Europe et qui marque assez largement l'évolution des relations sociales. L'accord national interprofessionnel prévoyait aussi de nouvelles règles de consultation des représentants du personnel. Ceux qui sont en entreprise le savent, notamment les fameux délais de consultation. C'est qu'on va, vous savez bien que beaucoup des revendications patronales aujourd'hui sont des revendications qui tiennent au temps, à la durée, à la limitation du risque juridique tenant à des procédures qui peuvent durer trop longtemps. Donc c'est un grand débat toujours que de vouloir contenir, enfermer les négociations, les discussions, les consultations, informations, consultations des représentants du personnel dans des délais très contraints. Donc ça, c'est quelque chose que le patronat a obtenu, qui a permis d'encadrer les délais de consultation du comité d'entreprise principalement,
dans des délais qui vont de 1 à 3 mois et qui permettent d'éviter des consultations qui pouvaient être beaucoup plus longues dans la période antérieure. Et puis quand même, en contrepartie de ces concessions des organisations syndicales au patronat, des évolutions en faveur des salariés, il y en a quand même eu. La généralisation des mutuelles pour des complémentaires santé, pour ceux qui en étaient exclus, avec toutes les limites que vous connaissez, puisque je ne rentre pas dans le débat, mais bon, le souhait législatif et le souhait des partenaires sociaux n'étaient quand même pas inintéressants, mais c'est un texte qui pourrait être singulièrement amélioré pour d'abord faire en sorte que ces salariés aient des complémentaires santé de qualité, et puis surtout que ça ne revienne pas à remettre en cause celles dont ils bénéficiaient jusqu'à présent, qui parfois ponctuellement étaient plus favorables. Des règles sur l'évolution des CDD, sur les recours au CDD. Alors on a augmenté c'est d'ailleurs ça mène après augmenter le nombre de recours au CDD pour les surcroît temporaires d'activité, mais on a pénalisé quand même les plus petits CDD qui sont pénalisés, ce qui n'est pas complètement inintéressant et qui peut constituer un point d'appui pour l'avenir, même si c'est très imparfait. Je dis peut constituer un point d'appui pour des réflexions à suivre. Des limitations aussi des cas de recours au temps partiel, avec un système assez bizarre. On pose le principe qu'il ne peut pas y avoir de temps partiel à moins de 24 heures par semaine, que moins il faut en justifier. Et puis on crée immédiatement des dérogations qui sont possibles, y compris par accord individuel entre l'employeur et le salarié. On sait tous que les dérogations possibles entre employeur et salarié, ce sont des dérogations qui sont la règle, puisque par définition, c'est au niveau auquel il est le plus difficile de résister, surtout à l'embauche. Et c'est évidemment à l'embauche que on consacre la durée du travail auquel va être appliqué le salarié. Mais enfin, il y a des choses qui peuvent constituer des points d'appui. Et puis un élément important en droit de l'emploi, pour les chômeurs, on en parlait tout à l'heure, qui sont les fameux droits rechargeables. Alors ça, c'est pas inintéressant. On va voir ce que dit la Convention UNIDIC, qui veulent déjà, bien évidemment, en partie revenir dessus. Mais le principe est posé que quand on a des périodes d'emploi assez courtes, on ne perd pas tous ces droits et qu'on recharge les droits qu'on avait acquis au fur et à mesure. Ça, c'est en vigueur actuellement. Ça ne fonctionne pas si mal. Mais la Convention UNIDIC, vous en avez entendu parler, on veut déjà revenir sur ces éléments et sur d'autres, notamment la non-dégressivité des allocations. Ça, c'est le cadre du débat qui dépasse le droit du travail, qui est le droit de l'emploi. Il y a eu ensuite, je vais plus vite, en 2014, la loi Sapin sur la formation professionnelle, qui donne un peu plus de matière au compte personnel d'activité et au compte personnel de formation, qui va devenir le compte personnel d'activité ensuite, et qui, on est passé d'un droit individuel à la formation qui était 20 heures par semaine à un compte qu'on va pouvoir garder, conserver. Par semaine, par an. Par an, pardon, bien évidemment. Et on va à un compte formation qu'on va conserver. L'idée, c'est qu'on puisse le conserver. Ça, c'est la loi Sapin de 2014, qui était déjà initiée d'ailleurs par l'accord national interprofessionnel de 2013 et la loi de sécurisation de l'emploi, qu'on va pouvoir conserver son compte quand on change d'employeur. C'est un dispositif qui est, à mon avis, très intéressant et qui est un dispositif d'avenir, mais auquel il faut maintenant donner de la substance et du contenu, et beaucoup reste à faire de ce point de vue-là. Et puis, en août 2014, la loi Rebsamen, qui, elle, porte sur... alors, j'ai écrit un papier là-dessus que je vous ai soumis. Alors, c'est un texte qu'il faut prendre un tout petit peu avec des pincettes, parce qu'il a été écrit au moment de la présentation du projet de loi, et qu'il y a un certain nombre de ces mesures qui ont été améliorées d'ailleurs dans le sens, mais qui est un texte que j'avais écrit sur le projet de loi Rebsamen et que j'avais appelé progrès et recul du principe de participation, parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce texte, c'est la première fois, et ça c'est une nouvelle tendance très forte du droit du travail, où on va permettre aux organisations syndicales dans l'entreprise, par accord majoritaire également, de déterminer les règles de consultation et de représentation des salariés. C'est-à-dire que c'est ce texte qui, vous vous en souvenez sans doute, pose le principe que jusqu'à 300 salariés, on va pouvoir imposer une délégation unique du personnel qui recouvre délégué du personnel, comité d'entreprise, CHSCT. Et puis pour les plus de 300 salariés, donc ça peut être imposé pour les moins de 300 salariés par mesure unilatérale de l'employeur. C'est considérable, hein ? Et avant, c'était 200, mais c'était surtout que CE et DP. Ça ne couvrait pas le CHSCT. Donc la première nouveauté, c'est qu'on
Les deux nouveautés, un, on passe jusqu'à 300 salariés, deux, on englobe le CHSCT. Et puis ça, je trouve ça encore plus intéressant, on crée la possibilité de négocier par accord majoritaire la mise en place de délégations uniques du personnel au-delà de 300 salariés, qui comprennent CEDP, CHSCT ou deux de ces trois-là, et qui relèvent d'un accord majoritaire. Alors ça, c'est très intéressant parce que on peut se poser la question, on est entré dans une ère où le principe de participation, le droit à la représentation du personnel pour les salariés, est un objet de négociation dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, ça. Le principe de participation, je rappelle que c'est un principe constitutionnel. Il est inscrit à l'article 8 de la déclaration du préambule de 46. Droit de participation, le droit pour les salariés d'être représentés dans les décisions qui les concernent par leurs délégués, leurs représentants, leurs délégués syndicaux, leurs représentants du personnel. C'est le principe de participation. Et bien pour la première fois, ce principe il fait l'objet d'une déclinaison par les partenaires sociaux eux-mêmes qui sont invités dans un cadre légal à négocier les contours de cette représentation, c'est-à-dire les prérogatives des représentants du personnel, des CE, des CHSCT, la jonction de ces instances dans une instance unique de représentation du personnel, et même chose pour les négociations obligatoires. Il y a un certain nombre de négociations obligatoires dans les branches et dans les entreprises. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un des piliers des lois Auroux. Les négociations obligatoires dans l'entreprise, notamment la négociation annuelle obligatoire, sur les salaires, le temps et l'organisation du travail, eh bien, par accord collectif, majoritaire, on va pouvoir faire en sorte, par exemple, que cette négociation ne soit plus tous les ans, mais tous les 2 ans. On va pouvoir discuter les contours de ces obligations de négocier. Les limiter à certains champs, les tendre à d'autres. La loi Rebsamen, c'est ça. C'est celle qui permet, par la démocratie sociale, par la négociation collective, de négocier les contours et les modalités même du principe de participation. Alors jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? C'est ça la question. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Vous imaginez quand le rapport de force est très très mauvais, qu'on a des organisations syndicales pas formées, pas nombreuses, dans des petites entreprises, des moyennes entreprises. Toutes les organisations syndicales n'ont pas les bagages, la capacité de résistance. La négociation d'entreprise et la négociation dans lesquelles le chantage à l'emploi a le plus de force, parce que c'est difficile de résister à un chantage à l'emploi quand la menace, c'est à défaut d'accepter les concessions, qu'on va licencier des gens qu'on connaît, qu'on côtoie quotidiennement. On sait que c'est au niveau de la branche qu'on est en capacité de résister beaucoup plus fortement à ces formes de chantage. En entreprise, c'est difficile. C'est difficile pour des négociateurs. On n'est pas hors sol, on est directement confronté aux difficultés et aux menaces éventuelles de la direction d'entreprise. Donc jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la négociation du principe même de participation ? Ça, c'est une vraie question que je vous livre. Et c'est celle que a largement ouverte la loi Rebsamen sur le dialogue social.